Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue dans l'affaire dans l'affaire. 1 heure de décryptage de l'actualité judiciaire entre 12h et 13h le samedi, une émission Sud Radio en partenariat avec la revue Affaires criminelles. C'est votre rendez-vous du samedi avec Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane Simon. Le rédacteur en chef de cette revue, Jade Serrano, journaliste police-justice qu'on retrouve aussi, qui signe quelques articles. Bonjour Stéphane Simon. Alors bonjour à tous les deux bien sûr, et permettez-moi d'abord de présenter aux auditeurs tous mes vœux de bonheur et de santé pour l'année 2025 qui nous ouvre ses portes. Victor Lefebvre, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, vous ? Le succès de la revue, le succès éditorial de la revue. Ça a l'air pas mal parti. Oui, c'est bien parti. Depuis hier, la revue est en librairie, Fnac, Amazon Cultura, donc vous pouvez la commander aussi. Et on planche déjà sur le numéro 2 qui viendra assez vite. On vous en dit pas plus, mais on travaille déjà dessus avec Jade notamment. Ah, alors et Jade, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ? Eh ben, de la réussite professionnelle et personnelle. D'accord, personnel. Alors moi en particulier, parce que le professionnel, j'ai aucun doute pour vous. Et nous accueillons aujourd'hui un invité tout à fait exceptionnel, Jacques Dallest, auteur de Cold Case, un magistrat enquête, paru chez Mareuil Éditions. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour à tous. Vous êtes bien sûr, vous êtes toujours, même si maintenant vous êtes à la retraite ou au magistrat honoraire, on va dire, vous avez un parcours absolument incroyable, magistrat du siège et du parquet, procureur à Roanne, à Bourg-en-Bresse, Ajaccio, Marseille, Chambéry, Grenoble. Autrement dit, vous avez vraiment vu le crime dans tous ses états. Vous êtes une espèce de super magistrat, même si le mot n'existe pas, je tiens à ce néologisme. Et parmi d'autres, vous avez fait condamner notamment Nordal Lelandais devant les assises de Grenoble, par exemple, mais vous avez suivi un nombre incalculable d'affaires. Est-ce que vous auriez, l'idée du nombre d'affaires criminelles ou sexuelles que vous avez suivies ? Je ne les ai pas comptées, mais j'ai toute ma carrière été magistrat pénaliste, donc comme vous l'avez dit, juge d'instruction, procureur. Ouais, je pense que plusieurs centaines de crimes de sang et plusieurs centaines, peut-être même plus, viols, agressions sexuelles, etc. Donc, oui, j'ai malheureusement une certaine pratique des crimes et des criminels. Et alors, votre livre est évidemment extrêmement documenté. Et ce qui est passionnant, c'est que vous nous prenez par la main et puis vous nous faites avancer dans toutes les étapes qui se posent pour les enquêteurs. Alors, on va parler avec vous de Cold Case. C'est d'ailleurs le titre de votre livre. Mais on va aussi parler de politique pénale, de cette prison de Ensisheim qui concentre les individus les plus dangereux où vous êtes rendu. Mais les personnes qui nous écoutent doivent savoir aussi une chose, c'est que vous êtes celui qui est à l'origine, à travers un rapport au ministère de la Justice, qui je crois remonte à 2018, vous êtes à l'origine de la création du pôle Cold Case en 2022, qui s'illustre ça y est, maintenant, par des premières résolutions. Comment ça s'est passé, la création de ce pôle à l'origine ? Alors, c'est un peu la résultante d'une réflexion collective, mais aussi d'une pratique personnelle. J'ai été donc juge d'instruction et j'ai connu malheureusement, comme juge d'instruction, des affaires non résolues. J'ai essayé par la suite, dans différents postes, de mettre en place une cellule Cold Case. Je l'ai fait à Marseille, entre 2008 et 2013. On a essayé de retrouver des dossiers qui avaient été clôturés. Et j'ai proposé en 2018 au ministère de la Justice d'améliorer la façon dont la justice traitait ces affaires anciennes. 1 an après, on me confie la présidence d'une commission. Et en 2021, nous avons déposé un rapport dans lequel nous formulons un certain nombre de propositions, dont celle de créer une justice spécialisée dans les cold cases. Et ça a été fait en 2022, vous l'avez dit. Maintenant, on a à Nanterre, au tribunal de Nanterre, des juges et des procureurs spécialisés dans ces affaires anciennes. Alors évidemment, les séries ont popularisé cela, mais ça existe ailleurs, je pense évidemment aux États-Unis. Et il y a encore des pays qui ne sont pas, je dirais, dotés de cet instrument très important pour ce type de criminalité, notamment les tueurs en série, les violeurs sériels. Bien sûr, alors je peux même dire que la France est un des premiers pays du monde à avoir une justice spécialisée. Les Hollandais sont en avance, mais ils ont des magistrats référents, mais pas des magistrats spécialisés à plein temps. Nous, depuis 2022, donc maintenant depuis bientôt 3 ans, nous avons ces magistrats qui ne font que cela, puisque évidemment, on se plonge dans ces 2 essais anciens, il faut beaucoup de temps.
la volonté, et ça, c'est plutôt à mettre au crédit du système français. Alors, aujourd'hui, ce pôle, il traite de combien d'affaires? Je crois avoir lu dans votre livre qu'il y a un peu plus de 300 affaires que l'on pourrait qualifier de cold case en général, mais de toute façon, ça ne manquera pas de travail dans les années à venir, car si j'ai bien compris aussi votre livre, il y a entre 800 et 900 meurtres chaque année, dont 150 à 200 qui n'aboutissent pas. Oui, alors le chiffre de 2023 du nombre des homicides tourne autour de 1000. Ah oui. On n'a jamais d'ailleurs des chiffres très précis. C'est un problème d'ailleurs sur la comptabilité précise des crimes de sang. Ça tourne autour de 1000. Il y a une légère augmentation ces dernières années. Et effectivement, on chiffre à 15-20% le nombre de crimes non résolus. Mais parmi ces crimes non résolus, il faut y ranger les règlements de compte. Ouais. On ne classe pas habituellement dans la catégorie des cold cases. On considère que c'est une criminalité un peu à part. Mais on a des crimes ordinaires qui ne sont malheureusement pas solutionnés et qui vont être abondés, ces fameux dossiers sans solution. Et d'année en année, ça fait un certain nombre de dossiers. On ne connaît pas le chiffre exact. Certains disent 500, 1000 dossiers non résolus. Ça dépend si on remonte très loin dans le temps. Et personne n'est capable de dire combien de cold cases sont actuellement existent en France. Le pôle de notaire en traite actuellement à peu près 115-120 dossiers qui sont en cours chez les magistrats de Nanterre. Bon, c'est tout à fait important comme chiffre déjà. Alors, comment se saisit ce pôle cold case? Je pense à ces familles qui ont été endeuillées, qui n'ont pas les solutions, qui n'ont pas pu accéder à la manifestation de la vérité. Est-ce qu'ils peuvent saisir ce pôle cold case ou c'est un pôle qui s'auto-saisit? Comment ça marche? Expliquez-nous. Alors, le mieux, c'est évidemment que les familles aient un avocat. La plupart du temps, c'est le cas. Elles sont, en tant que partie civile, elles ont un avocat. Le mieux, c'est d'en faire la demande au procureur local où se trouve instruit le dossier, pour qu'on fasse une démarche pour que le dossier soit envoyé au pôle de Nanterre. Ensuite, il y a une concertation entre le procureur de Nanterre, le procureur local, pour évaluer si le dossier rentre dans les critères de saisine du pôle, parce que le pôle de Nanterre ne prend pas toutes les affaires, évidemment, et cette démarche donne lieu à des échanges, et on répond assez rapidement, enfin, après un temps d'évaluation, il est répondu à une demande de saisine ou de refus de saisine de ce pôle de Nanterre. Alors, est-ce que le pôle de Nanterre peut se saisir de toute affaire de crime de sang ou de sexe qui n'a pas avancé significativement de plus de 18 mois? C'est ça? Le pôle de Nanterre a vocation à prendre toutes les affaires de crimes en série. Si par exemple sévissait à Paris, à Marseille ou ailleurs un tueur en série, sans attendre 18 mois, le pôle pourrait se saisir du dossier. Mais la grande majorité de ces affaires-là sont des crimes individuels et la loi dit que c'est seulement qu'au bout de 18 mois, si l'affaire n'est pas résolue, que le dossier a vocation facultativement à être transmis à Nanterre. Ce qui permet à chaque tribunal, à chaque procureur, à chaque juge de garder son dossier au début. Et donc, au bout d'1 an et demi, on regarde si le dossier mérite d'aller à Nanterre. D'accord. Alors, vous écrivez une chose passionnante dans votre livre. Vous dites que la justice française n'est pas pingre pour arriver à la résolution et qu'elle rechigne jamais devant la dépense pour établir la vérité judiciaire. C'est un peu la vérité quoi qu'il en coûte. Ça veut dire que ce n'est pas le cas partout. Est-ce que ça veut dire que les enquêteurs ne manquent pas de moyens, contrairement à ce qu'on pourrait entendre ici ou là? Mais par exemple, dans l'affaire de la jeune Maëlys, que vous avez bien connue, cette affaire, ce sont 71 expertises qui ont été commandées, 130 000 euros donc de frais de justice. Quant à l'affaire de Chevaline, c'est plus de 560 000 euros qui ont été dépensés en frais de justice. Il y a pas le souci, je dirais, d'être freiné par l'argent dans la justice française. C'est ce qu'on entend dire. Pourtant, souvent, on entend des gens se plaindre que la justice manquerait de moyens. Donc, il faut peut-être être un peu plus précis pour nos auditeurs. Oui, alors en tout cas, elle ne manque pas de moyens en matière de justice criminelle. C'est ce qu'on appelle les frais de justice criminelle. C'est une enveloppe budgétaire qui est de plus de 600 millions d'euros chaque année, qui permet de payer les médecins légistes, les psychiatres, les jurés. Et dans cette enveloppe donc considérable, il y a les frais de recherche d'ADN, tous les frais d'investigation.
Et donc, c'est à noter, et je l'ai souvent dit et écrit, c'est plutôt à l'honneur de la France, par rapport à beaucoup d'autres pays, de mettre beaucoup de moyens financiers. Bien sûr. On ne peut plus dire « Ah ben on n'a pas de sous, on ne fait pas ». Si, pour une affaire grave, une affaire de crime de sang, de viol, on peut y mettre les moyens, il faut une volonté. Il faut évidemment que l'investigation soit justifiée. Si vous voulez exhumer tout un cimetière pour rechercher un cadavre, ce ne sera pas possible. Mais si c'est justifié, même si c'est des dizaines de milliers d'euros, quand l'affaire le mérite, on peut engager cette somme. D'accord. Alors le cold case, vous le définissez non comme un meurtre non résolu, c'est un peu trop restrictif, mais plutôt une affaire complexe dont la solution est incertaine. On va revenir sur ces nuances dans un instant. On va faire avec vous véritablement l'autopsie d'un cold case. Vous allez voir qu'il y a de véritables explications techniques aux échecs de ces enquêtes. La phase décisive de l'enquête et les ratés, c'est dans un instant dans notre émission spéciale Secret Cold Case avec Jacques Dallest. On continue d'en parler tout de suite sur Sud Radio avec vous. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec Affaires criminelles, la revue qui traite de l'actualité judiciaire sur Sud Radio. Avec Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour. Et Jade Serrano, toujours journaliste là, spécialisée dans l'enquête criminelle. Rebonjour à tous les deux. Avec nous également Jacques Dallest aujourd'hui, auteur de Cold Case, un magistrat enquête, paru chez Mareuil Éditions. Très heureux de vous recevoir pour démarrer cette nouvelle année de l'affaire dans l'affaire. Nous allons parler de politique pénale un peu plus tard. Nous irons en votre compagnie aussi, Jacques Dallest, dans la prison la plus redoutable de France, la prison de Ensisheim, celle qui réunit les plus grands criminels de sang et de sexe détenus. Mais continuons d'abord de parler de cold case. Dans une affaire criminelle, je le disais, ce sont les 24 premières heures après les faits qui sont déterminantes. Il faut agir vite et bien. Et si on ne trouve pas au bout de 24 heures les bons indices, il y a peu de chances qu'on les trouve plus tard. Autrement dit, on peut comprendre qu'une affaire devienne un cold case si les premiers gestes de l'instruction des policiers, de la technique de police technique et scientifique ne sont pas bien menés, par exemple, ou s'il n'y a pas ces scientifiques justement sur le lieu sur la scène de crime. Je cherchais mes mots, merci. Eh bien, le premier travail des enquêteurs, c'est évidemment de récolter ces indices matériels. Il y a 6 questions qui se posent en cas de cold case pour faire avancer l'enquête. Où s'est-il commis ce meurtre? Quand a-t-il été commis? De quoi s'agit-il? Comment a-t-il été réalisé? Pourquoi ce crime est un crime et qui en est l'auteur? Mais le premier ennemi de la manifestation de la vérité et le premier ami, entre guillemets, ou complice d'un cold case, ce sont les pièces de procédure, ça c'est vous qui le dites, Jacques Dallest, qui manqueraient et où il peut y avoir un peu de négligence des juges d'instruction. On est surpris en vous lisant de votre franchise. Vous dites le manque de professionnalisme des premiers intervenants sur les lieux, leur désinvolture ou leur incompétence sont à même de ruiner l'enquête de manière définitive. On comprend en vous lisant que pour élucider un crime, c'est parfois un peu la roulette russe. Si on tombe sur de mauvais intervenants, eh bien ça peut conduire à une enquête ratée. C'est bien cela ? Oui, bien sûr. Alors on va dire plutôt globalement, les enquêteurs font bien leur travail, les magistrats aussi. Bien sûr. Aujourd'hui qu'avant, parce qu'ils ont des moyens scientifiques, techniques qu'on n'avait pas auparavant. Dans les années 50, n'importe quel badaud pouvait s'approcher d'une scène de crime, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais évidemment, selon les circonstances, si les effectifs sont réduits au commissariat, s'il y a des absences, si ça se passe un week-end pendant une fête, il peut y avoir un déficit de disponibilité des enquêteurs. Il peut y avoir des enquêteurs pas forcément très pointus. Il peut y avoir des oublis qui peuvent mettre en péril tout le début de l'enquête. Et comme vous l'avez dit, si les constatations sont mal faites ou insuffisamment faites, ça peut être irréversible. C'est tout un problème, ça. Et même aujourd'hui, on travaille sur la matière humaine. Si la science aide les enquêteurs, et si les enquêteurs font mal leur travail sur le terrain, c'est quasiment fini. Et donc, c'est tout un travail aussi dans les écoles de police, de gendarmerie, d'approfondissement des méthodes. Il y a des spécialistes de l'identité judiciaire, mais on peut avoir des oublis, des ratés, et puis des circonstances problématiques aussi. Alors, ça arrive encore assez souvent qu'il y ait des erreurs de manipulation, enfin des erreurs humaines à ce niveau-là, ou c'est quand même assez rare maintenant? Ça peut arriver, tout est possible.
Tout est possible, tout dépend de la complexité. Vous savez, il y a deux grandes situations quand un homicide est commis. Soit l'affaire s'est produite dans un lieu clos, un appartement, une maison. Ça, c'est le crime à la Agatha Christie. Le crime vient de se commettre et donc on peut déjà contrôler toutes les traces. C'est plus facile que le crime qui s'est commis à l'extérieur, dont on n'est même pas sûr qu'il ait eu lieu à l'extérieur. C'est peut-être le corps qui a été transporté, qu'on a jeté à l'eau, jeté dans une forêt. Et donc la scène de crime, elle, est beaucoup plus complexe. Quand on a un cadavre d'une forêt, qu'est-ce qu'on va rechercher comme indice ? On ne va pas ratisser des hectares, on va regarder autour du corps, mais ça peut être insuffisant. Donc dans cette situation-là, déjà, le départ est complexe. C'est là qu'il peut y avoir des ratés, malheureusement. Alors, il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est que vous parlez aussi parfois de certains médecins légistes qui, ça c'est dans votre carrière que vous avez pu constater cela, que certains médecins légistes manquaient un peu de curiosité pour ce que vous appelez les traces biologiques exogènes. C'est-à-dire, les médecins légistes oublient parfois de rechercher souvent des éléments pileux, les poils, les cheveux, mais aussi d'autres traces humaines comme la sueur, se pencher aussi sur les blessures qu'un cadavre peut recéler, parfois même aller chercher sous les ongles. D'ailleurs, je voudrais bien vous entendre là-dessus. Pourquoi sous les ongles ? Alors là aussi, quand l'autopsie a lieu, il y a tout ce qui est travail sur le terrain. On va rechercher des indices, mais une fois que le corps est transporté à l'Institut médico-légal, il sera autopsié. Et avant donc de l'ouvrir, ce corps, il faudra regarder en surface toutes les traces possibles, voir s'il n'y a pas peut-être de l'ADN humain sur la gorge de la victime. Évidemment, il y a des recherches en matière sexuelle pour rechercher des cellules que l'agresseur, l'auteur des faits, a pu laisser sur le corps de sa victime. Et c'est surtout dans le cas de strangulation, de viol mortel. Quand c'est une blessure par balle, là, il y a souvent une distance entre le tireur et la victime. Donc, si on rate ces prélèvements-là, si on passe à côté, alors les légistes ne passent plus à côté des ongles. Ça fait partie du travail assez habituel parce qu'une victime peut se défendre. On appelle ça les lésions de défense, être blessée d'ailleurs au bras quand elle est frappée de coups de couteau. Et elle peut griffer son agresseur. Tous les ongles, on peut retrouver des cellules avec de l'ADN de l'agresseur. D'où l'importance, évidemment, de tout rechercher, même l'invisible. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'invisible, qui est l'ADN. Alors, il faut quand même, pour que les auditeurs se rendent compte, il y a 600 000 morts par an en France, pour un pays de 67 millions d'habitants, ou 68 millions d'habitants. Et il n'y a que 9 000 autopsies judiciaires, ce qui fait à peine 1,5% des décès. Évidemment, c'est fort peu comparé à ces 600 000 morts par an. Est-ce que là aussi, on n'est pas un petit peu les premiers médecins qui constatent les décès dans les familles ou autres vont pas un peu vite en besogne parfois ? Alors évidemment, la très très grande majorité des décès sont des décès naturels, liés en particulier à la maladie. On a aussi des décès différents, brutaux, comme le suicide ou l'accident. Et finalement, le décès criminel, on l'a dit, c'est à peu près 1000 par an et très, très mince par rapport au volume. Donc on ne veut pas autopsier tout le monde, bien sûr. Alors la France, mais comme un certain nombre de pays européens, a une pratique assez restrictive des autopsies judiciaires qui ont un coût, évidemment, qu'on ne peut pas négliger. Il y a aussi un problème de disponibilité des médecins légistes et on ne peut pas autopsier n'importe qui. Il faut des raisons. Un décès à l'hôpital peut justifier une intervention judiciaire si, éventuellement, une faute médicale a été commise. Savoir de quoi la personne est décédée. Une personne qui meurt de façon brutale, est-ce que c'est un problème cardiaque? Est-ce qu'elle a reçu un coup? Donc il y a un champ plus large. Et effectivement, il y a un principe de précaution qu'il faut absolument préserver. Quand on a un doute sur les causes d'un décès, faire très vite l'autopsie, sachant qu'une victime peut être incinérée. Et donc, possible une autopsie. Et si on ne la fait pas au début, c'est fini. Et donc, le principe de précaution doit animer les procureurs s'ils sont prévenus. Là, il faut le faire parce qu'après coup, on peut avoir un crime parfait. La personne finalement a été tuée, mais on a cru qu'elle était morte accidentellement ou morte de mort naturelle. Et tout ça, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber.
Alors dans votre livre, vous dites qu'il y a 1000 raisons évidemment de tuer, mais que la plupart du temps, et ça c'est absolument, ça va contre ce que l'on peut imaginer, la plupart du temps les meurtres sont des affaires de famille. La famille est trop souvent le lieu du crime et son objet même, écrivez-vous. Et oui, on ne se l'est pas nécessairement, mais la plupart des crimes se perpétuent en famille. On n'arrive pas toujours à les résoudre pour autant. Vous racontez dans votre livre l'affaire des petites Livia et Alicia, 2 jumelles de 6 ans, un drame que vous avez placé dans votre florilège du crime familial par son horreur. Nous sommes en janvier 2011, pris d'une haine irrépressible vis-à-vis de son épouse, avec laquelle il est en instance de séparation. Le père, qui est un ingénieur suisse, amène ses 2 fillettes et leur donne la mort d'une façon qui demeure encore aujourd'hui mystérieuse. On sait simplement, parce qu'on a pu refaire son parcours, on sait qu'il est parti de Lausanne, qu'il a gagné Marseille en voiture, qu'il a pris le bateau pour la Corse, puis cap sur l'Italie. Et il se suicide, et là, après, eh bien, les enfants ne sont jamais retrouvés. On sait simplement qu'il a écrit une lettre pour dire qu'il en était l'auteur de ce crime, une lettre adressée à son épouse. Mais malheureusement, 10 ans après, la justice n'a pas été capable d'éclaircir cette énigme, et c'est terrible. Oui, ça fait partie des grandes affaires marquantes de ma carrière. Aujourd'hui encore, la mère des 2 petites ignore ce qu'elles sont devenues. Elles sont mortes, ça c'est quasiment certain, mais c'est là qu'on voit quand même jusqu'à quelle extrémité le père est allé. Il a tout fait pour qu'on ne retrouve pas le corps de ses enfants, pour nuire à son épouse. Et donc on ne sait pas s'il les a enterrés, tués, jetés à l'eau, ce qui était possible entre Marseille et la Corse. Ça, c'est vraiment le comble de l'horreur. Non seulement on tue les enfants, mais on fait tout pour que la mère ne puisse pas se recueillir sur la tombe de ses enfants. C'est affreux. Et on a affaire à un ingénieur de haut niveau, une famille bourgeoise très aisée. C'est là qu'on voit que le crime peut toucher tout le monde et qu'à un moment, la passion, la haine, tout ça se mélange et on peut aller jusqu'à des actes extrêmes. J'en ai malheureusement beaucoup connu. Alors, dans un instant avec vous, on va revenir sur la notion de crime parfait, sur les spécificités de la justice française, pourquoi elle marche pas. Et on va parler aussi d'ADN, parce que vous racontez aussi que les enquêteurs sont parfois face à des pièges tendus par des criminels. Il y a une affaire absolument folle que vous racontez. Dans un instant, on vous raconte tout ça sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles qui traite de l'actualité judiciaire. Avec Victor Lefebvre, bonjour Stéphane, rédacteur en chef de Affaires criminelles, et Jade Serrano, journaliste spécialisée dans l'enquête criminelle également. Rebonjour Stéphane Simon. Rebonjour, nous sommes avec Jacques Dallest, un super magistrat, même si le mot n'existe pas en France, auteur de Cold Case, un magistrat enquête paru chez Mareuil Éditions. Nous parlons avec lui de Cold Case, bien sûr. Nous allons venir dans un instant sur ce qu'est le crime parfait, et vous allez voir que ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Mais il y a des pages, je le disais, passionnantes dans votre livre qui concernent l'ADN. Page 274 de votre livre, vous parlez de l'ADN, vous racontez que les enquêteurs vont parfois se retrouver face à des pièges tendus par des criminels. Par exemple, vous racontez l'histoire de cet ancien légionnaire, âgé de 48 ans, déjà condamné pour agression et viol, qui va sortir de prison en octobre 2002, après avoir purgé une peine de 12 ans. 3 ans plus tard, ce certain Jean-Luc Caillès va récidiver. Mais cette fois, il va tout faire pour ne pas se faire piéger. C'est un meurtre clairement prémédité. Il est concierge dans un immeuble de Soisy-sur-Seine, dans l'Essonne. Il a des vues sur une jeune locataire de 24 ans. Et puis le soir du 29 août 2005, il se met à fouiller dans les poubelles d'une femme célibataire de sa résidence, dont il sait qu'elle entretient des relations avec un homme. Il trouve un préservatif usagé, dont il va prélever le sperme avec une seringue, placer ensuite cette seringue au congélateur, puis... Et c'est là où l'affaire devient un véritable piège machiavélique. Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2005, armé d'un fusil, il entre chez l'étudiante, il la conduit dans sa loge, la ligote, la viole, l'étrangle avec une corde à sauter. Il lui injecte ensuite le sperme congelé dans le vagin et la bouche.
Et puis, il va remonter le corps de sa victime dans son appartement qu'il va cacher sous son lit. Et là, Jacques Dallest, racontez-nous la suite, parce que, évidemment, tout le monde se dit qu'un innocent va être accusé. Oui, comme quoi, on ne peut pas faire pire en matière de machiavélisme. Meurtrier, cet individu a cru qu'il avait commis le crime parfait. Il a quand même été confondu, fort heureusement. Il avait des antécédents judiciaires. Vous savez, quand un crime se commet dans un immeuble, dans un endroit, on regarde aussi le profil des occupants de l'immeuble. Et malgré ces tentatives quand même incroyables de faire accuser le pauvre homme dont le sperme était retrouvé dans ce préservatif, ça a quand même échoué. Il y a un bon travail des enquêteurs, bien sûr. Ce qui prouve bien que l'ADN ne veut pas tout dire, ne signifie pas forcément qu'on a l'auteur. Si je bois un verre d'eau et que ce verre d'eau, on le met sur une scène de crime, on dira « mais que faisiez-vous à cet endroit puisqu'on retrouve votre ADN sur le verre ?» Donc heureusement, on ne s'arrête pas à l'ADN, mais là on a pratiquement le comble du machiavélisme. Cet individu a été condamné à perpétuité. Il est toujours en prison, il présente une dangerosité absolument exceptionnelle, ce genre d'individu, et on est content de le savoir maintenant sous les verrous. Mais c'est vraiment le comble du machiavélisme. Mais on peut imaginer que s'il n'était pas passé à des aveux mis face à ces contradictions, il pourrait être encore dehors, cet individu, hein. Oui, sauf que chez lui, on a retrouvé l'ADN de la victime. Ah, d'accord. Bon. Voilà, c'est-à-dire que lui pouvait pas, il était dans l'immeuble, c'était le concierge. Pas un homme de passage, hein, ouais. Il pouvait être à un titre ou à un autre devenir suspect. C'est tout le travail des enquêteurs de ne pas s'arrêter immédiatement sur un suspect évident, mais de regarder les profils avoisinants. Et lui avait déjà des antécédents qui posaient problème. Et c'est ce qu'ont fait les enquêteurs. Il a quand même eu la bonne idée de reconnaître les faits. On ne sait pas d'ailleurs si ce type d'individu n'a pas commis d'autres crimes avant d'être arrêté. Je ne sais pas si le pôle de Nanterre d'ailleurs ne pourrait pas travailler sur lui, parce que maintenant le pôle de Nanterre a un cadre juridique pour travailler sur ce qu'on appelle le parcours criminel d'individus qui sont des tueurs en série en fait potentiels. Voilà le type de personnages sur lesquels il faut investiguer, même pour des faits qui seraient antérieurs à ceux qui lui ont valu cette condamnation. Alors, je voudrais avec vous, Jacques Dallest, qu'on parle des crimes parfaits. Il y en a 3 types, vous dites. Il y a le meurtre qui a été instruit, mais l'auteur n'a pu être identifié. Alors là, je vous demanderai de prendre un exemple pour nos auditeurs. Voilà, un meurtre instruit, mais l'auteur pas identifié. Oui, ça c'est malheureusement le cas assez fréquent des cold cases. C'est-à-dire on a affaire à un homicide avéré, c'est bien un meurtre. Et on n'a pas, après des années d'investigation, on n'a pas l'auteur. Et donc, c'est une forme de crime parfait. Si cette affaire est classée et clôturée, l'auteur n'aura jamais eu à rendre compte. C'est la première hypothèse. Comme la tuerie de Chevaline, par exemple, qui est dans ce cas de figure. Voilà. Qui est, Voilà, on peut en citer beaucoup. C'est la situation la plus classique, le crime sans auteur identifié. Et on peut penser que cet auteur ne va jamais récidiver ? Non, on n'en a aucune assurance. D'ailleurs, c'est un peu le problème des assassins qui répètent leurs crimes, c'est que s'ils se savent impunis, la tentation, c'est de commettre un nouveau crime. Notamment s'il y a une dimension sexuelle. C'est tout le problème de la répétition de ces crimes. Tant qu'on ne met pas hors d'état de nuire ces individus, ils peuvent recommencer. Donc, tout l'intérêt d'ailleurs de ce qui est fait sur les cold cases, c'est de se dire que si on identifie un meurtrier, peut-être qu'on préservera la société d'autres passages à l'acte ultérieurs. Et c'est ça qu'il faut faire absolument. Alors, un crime parfait, ça peut être aussi un crime tout simplement sans cadavre, parce que on peut avoir, je dirais, quelques présomptions de culpabilité contre une personne, mais tant qu'on ne retrouve pas le cadavre, on prive quand même la justice de certitude. Oui, c'est tout le problème des disparus. Chaque année, des centaines de personnes ne réapparaissent pas. Et il y a 5 causes de disparition. La disparition volontaire, on part volontairement, le suicide, on met fin à ces jours, l'accident mortel, le décès naturel et le crime.
Et parmi les disparus, on peut penser qu'un certain nombre ont fait une mauvaise rencontre et regardez la petite Lina, qui était au bord de la route, qui a été enlevée et tuée par un individu. On peut en citer beaucoup d'autres. Le petit Émile. Voilà. La personne disparue, on n'a pas de corps. On ne sait pas si elle est morte ou vivante. On peut présumer qu'elle est décédée, mais on n'a pas de corps. Donc, on ne peut pas partir sur l'hypothèse avérée d'un homicide. N'ayant pas de corps, on ne peut pas faire des recherches d'ADN. Et les auteurs savent ça. Et d'ailleurs, un certain nombre de meurtriers comme Nordal Lelandais, qu'a-t-il fait? Il a essayé de dissimuler le corps du caporal Noyer, de dissimuler le corps de la petite Maëlys. Ça aurait pu être des cold cases aujourd'hui. Heureusement, il a été quand même confondu. Et donc, la tentation d'un tueur, je suis persuadé qu'aujourd'hui sévissent des tueurs en série qui savent qu'il faut faire disparaître le corps de leur victime pour ne pas laisser de traces. Et on est sur une difficulté majeure que tous les pays connaissent, de savoir de quoi la personne, qu'est-elle devenue, est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre ou pas. Ouais. Alors il y a un crime parfait dont on parle moins, mais qui semble bien être un crime, je dirais, qui peut arriver plus fréquemment. C'est tout simplement un crime maquillé en accident. Et là, dans votre livre Cold Case, vous racontez, c'est assez savoureux. J'aurais aimé avoir le temps de le lire, mais malheureusement, ça va être compliqué. Mais vous racontez comment un crime en montagne peut être tout simplement maquillé en chute accidentelle. Vous racontez l'histoire de ce couple qui est imaginaire, hein, bien sûr. C'est Éric et Christine qui se sont engueulés la veille. Ils se tiennent financièrement, c'est très compliqué. Elle sait que lui a une maîtresse et lui sait que sa femme a des biens. Il est bien difficile d'imaginer une solution et en tout cas pas une séparation à l'amiable. Alors, eh bien, il lui propose une balade en montagne dans les jours suivants et là, il sait qu'ils vont passer face à un à-pic et c'est à ce moment-là qu'un simple petit coup d'épaule va lui permettre de faire tomber sa femme dans le vide et quand les secours arriveront, eh bien, il sera évidemment trop tard parce que la femme aura fait une chute d'une centaine de mètres. C'est assez terrible, mais on voit à quel point finalement ces accidents, eh bien, peuvent parfois maquiller une autre réalité. Oui, dans l'histoire criminelle, on a comme ça des crimes maquillés en accident, l'affaire Dandonneau, une affaire célèbre, ou maquillés en suicide, ça peut arriver. Là aussi, il faut une certaine réflexion de la part de l'auteur pour monter son coup. Et en fait, si vous voulez commettre le crime parfait, il faut déjà éviter de tuer la personne chez vous. Vous allez laisser ne pas transporter le corps dans votre véhicule. Parce que vous allez laisser des traces, des micro-traces. Si vous tuez quelqu'un en pleine nature, c'est déjà un avantage. C'est comme d'ailleurs ne pas enterrer un corps quand vous vous débarrassez de quelqu'un, parce que si vous enterrez le corps, vous le protégez d'une certaine manière. Et on pourra retrouver des traces. Si vous le laissez poser en pleine nature, avec les animaux sauvages, avec les éléments, le corps va se dégrader et ça ne laissera pas de traces. Donc le crime parfait peut arriver et malheureusement, il peut y avoir aussi de la négligence de la part des enquêteurs qui ont un peu trop vite conclu à une hypothèse accidentelle. Il peut y avoir vraiment une organisation de la part de l'auteur extraordinairement minutieuse pour faire croire à la réalité des choses. Je pense aussi à des personnes très âgées qui décèdent de façon brutale chez elles. Est-ce qu'il s'agit toujours de mort naturelle ou est-ce qu'il n'y a pas peut-être un empoisonnement, par exemple, et on dira la mémé, elle est bien âgée, elle est morte de sa belle mort. Si on n'a pas une autopsie, une toxicologie, on ne saura pas si finalement il n'y a pas eu quelque chose qui a un peu hâté le décès de la personne âgée. Vous voyez qu'on a plein de configurations et donc il ne faut jamais s'arrêter aux apparences. Et on peut commettre le crime parfait parce que... Mais j'aurais tendance, en vous écoutant, à dire que le crime parfait est plus banal qu'on ne peut l'imaginer. Alors certains vous diront que le crime parfait n'existe pas, que c'est un défaut de travail, une négligence des enquêteurs. Moi je crois que si. Pensez tout simplement aux infanticides, aux meurtres d'enfants nouveau-nés. C'est le comble du crime parfait. L'enfant n'est même pas déclaré à l'état civil, la mère met fin à ses jours, on ne saura même pas qu'il a existé. Personne n'a vu l'état de grossesse, et ça arrive de la femme, si elle tue son enfant, on ne saura pas qu'elle a commis un meurtre. Ouais, absolument. Et les suicides forcés, Jacques Dallest? La vie. Les suicides forcés? Suicide forcé, c'est plus compliqué. Ouais. Mais ça pourrait être considéré comme des crimes parfaits aussi?
Non, parce que le suicide, c'est pas un crime par définition. Pousser quelqu'un à mettre fin à ses jours, provocation au suicide, c'est un délit d'ailleurs, c'est autre chose. Là, c'est un mécanisme psychologique. L'homicide, c'est donner volontairement la mort. D'accord. Alors, dans un instant, on va parler avec vous de la prison de Ensisheim. C'est l'endroit de France le plus inquiétant puisqu'il concentre les plus grands criminels de sang et de sexe. Ne manquez pas ça, c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles qui traite l'actualité judiciaire sur Sud Radio avec Victor Lefebvre. Rebonjour cher Stéphane. Rebonjour. Jade Serrano, journaliste d'investigation avec nous également. Jacques Dallest, auteur, incroyable livre Cold Case, un magistrat enquête avec une préface d'Éric Dupond-Moretti, Par-dessus le marché. Très heureux de vous avoir avec nous pour démarrer cette nouvelle année de l'affaire dans l'affaire. Dans votre livre, Jacques Dallest, dont je dis que vous êtes un super magistrat parce que vous avez une carrière longue, vous avez un peu occupé tous les postes, juge d'instruction, magistrat au siège, au parquet, etc. Eh bien, dans votre livre, vous racontez, vous êtes rendu à la prison de Ensisheim. Alors, je suis le premier à avouer mon inculture, je ne connaissais pas cette prison, et c'est pourtant la prison, je dirais, presque la plus fameuse de France, puisque c'est une prison des grands tueurs et des grands prédateurs sexuels. Avant de vous poser des questions, Jacques, sur ces pages glaçantes de votre livre, je voudrais demander à Jade Serrano de nous dire ce que c'est que cette prison. C'est une centrale. Déjà, donc la différence entre une maison d'arrêt, un centre pénitentiaire et une centrale, c'est que la centrale accueille les détenus bien souvent condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. La particularité d'Ensisheim, c'est qu'il y a entre autres des détenus majoritairement criminels sexuels, et donc elle contient, enfin il y a que des hommes dans cette centrale. D'accord. Voilà, ce qui est quand même relativement rare. Mais la plupart des criminels, de toute façon, sont des hommes. Mais si j'ai souvenir, et on va demander à Jacques Dallest. Moi, j'y crois pas trop parce qu'il faut aller en maison d'arrêt pour femmes. Hein. Vous allez aller en MAF, à la MAF de Fleury. Il y a quand même 80% des femmes. Bien sûr, mais qui sont là pour infanticide. Hein. Voilà, mais la plupart des auteurs je crois que c'est 96% le 96%, chiffre. Voilà. 98%. Merci Victor Lefebvre de vos précisions. Alors, Jacques Dallest, vous aviez terminé votre présentation. C'est une centrale, essentiellement. Oui, c'est une centrale. Il y a 189 détenus. Oui. En fait, c'est ça qui est un petit peu important à dire comparativement, c'est pas les centrales ne sont pas il n'y a pas de surpopulation carcérale en centrale. On a 189 détenus, 200 places. Et ils sont particulièrement suivis non, pas du tout. Alors, c'est bien ça le problème. C'est qu'il y a 4 psychiatres, une demi-journée par semaine pour tout le monde. Bon, puis alors, de toute façon, est-ce qu'ils sont vraiment récupérables? C'est compliqué. Justement, ça aussi, c'est un critère. Alors, vous y avez croisé, Jacques Dallest, je vais vous poser des questions, mais Michel Fourniret, Guy Georges, Francis Holm, Vincenzo Uyetenio, Mathieu Molinas, le jeune garçon qui avait tué Agnès Marin, on en a parlé ici, au collège Sévenol, Nordal Lelandais, enfin, c'est absolument incroyable. Dans quelles circonstances vous êtes-vous rendu là-bas, Jacques Dallest? En fait, j'ai dirigé pendant plusieurs années une session de formation à l'ENM, à l'école de la magistrature, qui s'appelait Crime de sang, crime de sexe. Je faisais intervenir sociologues, historiens et autres sur ces questions. J'ai fait intervenir le patron de la maison centrale d'Ensisheim, qui nous a parlé de ces grands criminels, des longues peines, et j'ai voulu aller me rendre compte sur le terrain du fonctionnement de cet établissement. Je suis resté 2-3 jours, et j'ai voulu rencontrer en présence du directeur les tueurs en série, les stars entre guillemets, les plus connus. Il y a à peu près 200 détenus, un peu moins, et il y a la peine la plus faible, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Je crois qu'il y a une 50aine de gens qui sont détenus à perpétuité, et donc on y met en particulier les criminels sexuels. Parmi eux, beaucoup de tueurs en série. Et c'est un établissement qui fonctionne depuis très longtemps, avec une échéance, une possibilité de sortie, soit qui est absolument impossible pour la plupart, soit des gens qui sortiront de prison, mais après une très longue peine. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans le livre que vous évoquez. Oui. Question naïve, Jacques Dallest, mais est-ce que ces criminels ont la possibilité d'interagir entre eux? Ces criminels qui sont très, très connus, très célèbres, ils ont la possibilité de discuter entre eux? Ou ils sont à l'isolement? Oui. Comme dans toutes les maisons centrales, il y a un atelier d'ailleurs,
où travaillent des détenus, ils sont occupés, ils ont des possibilités de bouger. Ayutino, qui est un tueur en série moins connu, qui a tué 3 ou 4 personnes, je l'ai croisé dans une coursive en train de balayer, ce qu'on appelle le service général. Certains peuvent se déplacer. Fourniret, lui, ne sortait jamais de sa cellule. Mais c'est volontaire de sa part. Volontaire. Guy Georges, en revanche, il se balade. Avec des co-détenus. Certains ont une vie tout à fait, entre guillemets, sociale au sein de la prison. D'autres, comme Fourniret, sont très reclus. Francis Holm, qui a des problèmes psychiatriques, lui est un peu à part aussi. Donc chacun, finalement, comme ils sont tous entre tueurs, en fait. Personne n'est stigmatisé. C'est pour ça qu'ils se sont rassemblés. Il y a des tueurs d'enfants, des tueurs de femmes. S'ils étaient mis dans des établissements ordinaires, ils auraient sans doute plus de difficultés. Comme ils sont entre eux, ça se passe bien. Il y a assez peu d'incidents. Il y a eu quelques affaires et ils purgent leur peine. Vous avez Jonathan Daval, qui est actuellement détenu. Ah oui. Et qui a tué sa femme dans des conditions exceptionnelles. Qui s'était lié d'amitié d'ailleurs avec Guy Georges. Qui n'est pas un tueur en série, mais on y met des gens qui ont un profil criminel assez marqué. Comme Tony Meillon, par exemple, vous l'avez vu aussi? Pardon? Tony Meillon, le meurtrier de Laetitia. Non. Je les ai pas tous rencontrés. J'aurais aimé d'ailleurs pouvoir faire une exploration plus précise de l'établissement, mais ça a été compliqué de pouvoir. Il faut que ces détenus acceptent certains ont envie qu'on les laisse tranquilles, n'ont pas envie de se confier véritablement, et je pense que ce serait intéressant de faire mieux connaître cet établissement. Eh bien, écoutez, nous, on va essayer de demander une autorisation pour aller filmer là-bas. Exactement. Parce que c'est intéressant, oui. Oui, c'est très intéressant. Guy Georges, par exemple, vous l'avez vu, il a pris 20 kilos, il est sur une chaise roulante, c'est assez étonnant. C'est une espèce de cours des miracles quand même, parce que vous avez alors à la fois des tueurs en série qui sont âgés. Francis Holm, il doit avoir une 60aine d'années, maintenant peut-être un peu plus. Mais ce jeune Mathieu Moulinas, lui, il a 25 ans, peut-être un peu plus. Oui, c'est ça. Il a entre 25 et 30 ans, Mathieu Moulinas aujourd'hui. Et avec de tels décalages d'âge, il n'y a pas de problème? Non, parce qu'encore une fois, alors certains ne se côtoient pas, ne se fréquentent pas, évidemment. L'établissement est assez grand, le nombre de détenus lui est restreint, donc finalement ça permet d'aménager des espaces pour chacun. Ils se respectent, semble-t-il. Il n'y a pas peu de bagarres, peu d'incidents. Ils n'ont pas intérêt d'ailleurs, parce que beaucoup s'installent dans cette vie. La pire des choses pour ces longues peines, c'est le changement d'établissement. Doivent reconstituer leur cadre de vie. Certains ont aménagé leurs cellules, ils n'en changent pas et c'est compliqué. Ils ont peur d'être envoyés dans une autre prison. Finalement, il y a un modus vivendi qui s'aménage et ça se passe plutôt bien. Il y a rarement eu des règlements de compte entre détenus dans cet établissement. Comme je vous dis, ils sont tous sur des très longues durées de détention. Ils sont là pour peine, avec tous plus ou moins l'espoir d'en sortir. Ouais. Alors, quand même, une telle concentration de criminels hors du commun, ça doit produire une espèce d'atmosphère singulière, quand même, non? Non, c'est une prison calme, à la différence d'une maison d'arrêt bruyante où ça rentre, ça sort, où il y a beaucoup d'agitation. Une maison centrale, c'est le silence. Les gens c'est une population pénale homogène. On est condamnés à des longues peines. Ce n'est pas comme une maison d'arrêt, on y met des prévenus, des condamnés, des gens pour des petits délits, des gens pour des grosses affaires. Là, c'est pas le cas. Donc finalement, la vie est calme. Il y a des activités éducatives, de loisirs. J'avais visité la bibliothèque qui est tenue par une longue peine où aucun livre ne dépasse. Tout est rangé au cordeau et à part là, il surveillait le rangement de ses bouquins par les co-détenus. Et il était faire le ménage si ça se passait mal. On a des psychopathes, on a des grands... Mais ça, finalement, ça cohabite sans trop de difficultés, semble-t-il. Merci beaucoup Jacques Dallest, on vous écouterait pendant des heures. D'ailleurs, on va vous réinviter pour parler avec nous une prochaine fois. Merci également Jade Serrano d'avoir été avec nous, Victor Lefebvre. Merci Stéphane. Merci à nos auditeurs dont on renouvelle tous nos vœux de bonheur pour cette année. Tous nos vœux pour cette année. Eh oui, vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve même heure, même jour. Et puis tout de suite, c'est pas Dry January, c'est pas le genre de la maison. Alain Marty vous emmène sur les routes des vins de France. À tout de suite sur Sud Radio. Il est bientôt 13h, pardon.